Bonjour tout le monde et bienvenue à notre colloque de fiscalité internationale. Ça me fait grand plaisir surtout de voir les gens en présentiel. On est très content de vous voir. Ça fait quelques années qu'on n'a pas été capable de faire le colloque. On est très content et on espère que vous allez apprendre des choses aujourd'hui. Quelques Très brièvement, quelques mots sur RCGT. Euh, on est une organisation, comme vous le savez, qui est basée ici à Montréal. Le centre de décision, ça, je peux vous en assurer, il est ici à Montréal, sans contredit. Nous avons un réseau à la hauteur de toutes les grandes firmes de nos concurrents. Nous sommes dans presque 150 pays. Nous sommes représentés à travers le monde. Notre chiffre d'affaires est actuellement consolidé d'environ 7,2 milliards de dollars en dollars US. Euh, nous sommes ici dans le marché du Québec, la deuxième plus grande firme dans notre marché à nous. Donc, qu'est-ce que les gens que vous allez entendre ce matin, il y a moi. Moi, je suis associé conseil en fiscalité internationale. Ça fait plusieurs années que je fais de la fiscalité. Plusieurs années. Je vais d'ailleurs fêter mon 40e anniversaire professionnel cet automne. Je vais être appuyé du côté de la CGT par Benoît Turcotte. Benoît Turcotte, que je connais depuis plusieurs années. On a travaillé ensemble pour plusieurs années. Il est notre associé responsable de la fiscalité américaine ici à Montréal. William Riverain m'épaule en fiscalité internationale ici. Marie Janel, qui est notre experte en taxes à la consommation, incluant des volets internationaux de TVA, etc. Et enfin, Marie-Pierre Pelletier, qui est notre associée responsable de la pratique de prix de transfert ici à Montréal. Nous sommes aussi très contents d'accueillir plusieurs collègues de notre réseau pour vous démontrer l'importance de notre réseau et les ressources que vous avez à votre disposition. Donc, nous avons Corey Perry, qui est associé à Washington, Mario Egari, associé en fiscalité internationale au Mexique, Yvan, excusez, c'est petit. Yvan Malnuit, associé fiscalité en France, fiscalité internationale lui aussi. Keith Nichols, partner en fiscalité américaine. Monique Pisters, qui est notre associé Head of Tax aux Pays-Bas. Félicitations en passant. Congratulations for that. Camille Mérillon, une directrice en fiscalité internationale de notre bureau de Paris. Et finalement, Fernando Pietro Vincent, un associé en prix de transfert, qui va vous parler avec Marie-Pierre de certains aspects de la fiscalité du prix de transfert au Mexique. Et enfin, Faisal, qui est un autre collègue des Pays-Bas. Donc, notre agenda aujourd'hui, c'est de vous donner un aperçu de certains développements récents, incluant évidemment des enjeux de prix de transfert, des aspects très particuliers en prix de transfert du Mexique, des développements européens. On voit souvent, une chose que j'ai remarqué au fil des ans, c'est que beaucoup d'initiatives en matière fiscale commencent avec l'Europe et ensuite sont adoptées par d'autres juridictions, dont le Canada. Donc, on va revoir certains développements au niveau du Pillar 2, l'impôt minimum. Et on va aussi regarder les nouveautés en fiscalité américaine et en taxes de vente et d'utilisation. Donc, on commence avec le vif du sujet. Donc,
qu'est-ce que vous voyez dans l'agenda ici, sont plusieurs mesures qui sont présentement devant notre Parlement. Vous avez entendu récemment notre ministre des Finances qui a annoncé qu'elle allait déposer son budget le 16 avril. Ça serait le fun que le budget de l'année antérieure soit passé. Donc, toute la législation dont on va discuter est relativement à de la législation qui est maintenant à la deuxième lecture. La deuxième lecture a eu lieu ce lundi, donc le 18 mars. Donc, c'est à voir. Je présume que quand le ministre va se lever pour parler des mesures fiscales, elle va nous indiquer qu'elle reconduit les mesures qui sont mentionnées ici. Donc, certains sujets plus particuliers. Il y a premièrement la taxe sur les services numériques. Ça, c'est une taxe qui vise un nombre relativement restreint de contribuables. Ça vise le GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Donc, les très grands de l'industrie. À travers le monde, les initiatives de l'OCDE, on parle du Pillar 1, qui est une taxation où on redistribue l'assiette fiscale. Le Canada, comme d'autres juridictions, notamment surtout en Europe, envisage une taxe de 3 sur les revenus de ces entités-là. Sachez qu'il y a un énorme pushback de la part des États-Unis parce qu'eux se disent que c'est des entreprises qui sont majoritairement basées chez nous et on ne veut pas délaisser nos revenus. Le pilier 2, c'est l'impôt minimum de remplacement et devrait s'appliquer, évidemment, le jour où la législation va finalement passer au Parlement et ensuite au Sénat pour les années d'imposition commençant après le 31 décembre 2023. Qu'est-ce que le Canada a annoncé? C'est quelque chose où elle va essentiellement suivre la tendance qu'on connaît dans le monde. Donc, c'est pour un nombre restreint d'entités, plus particulièrement celles qui ont un chiffre d'affaires de 750 millions. Et là, on va se retrouver avec, si jamais il y a un taux d'imposition inférieur à 15 qu'il peut y avoir un impôt additionnel ici au Canada si vous avez des filiales qui sont à très faible taux. Une préoccupation par rapport à cette taxe-là, c'est au niveau des crédits d'impôt. Comme vous savez, un budget a été déposé au Québec et l'enjeu au niveau des crédits d'impôt, c'est que si les crédits d'impôt ne sont pas remboursables, ils viennent réduire la charge fiscale aux fins de l'impôt minimum Pillar 2. Okay? Malheureusement, qu'est-ce qu'on a vu dans l'annonce du budget, c'est qu'on aurait pu espérer qu'on aurait modifié le régime québécois pour que les nombreux crédits que l'on connaît soient remboursables. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On verra quel va être l'impact des modifications de ces crédits sur l'industrie. Et là, on va d'autres choses que je vais passer très brièvement. Le prix de transfert, ma collègue Marie-Pierre va discuter de ça avec d'autres collègues du réseau. Et mon collègue William Riverain va discuter la règle sur la déductibilité des intérêts. Ça, c'est probablement quelque chose qui a le plus d'impact pour les contribuables canadiens. On vient de créer un système où la dépense d'intérêt, dans la plupart des cas, va être limitée à un pourcentage d'un BAYA fiscal. 30 dans la majorité des cas. Pour certaines entreprises, tout dépendant de leur fin d'année, ça va être 40 Et ça, selon moi, ça crée un enjeu très, très important pour les entreprises, surtout les multinationales, d'être capable de gérer
cette situation-là. Sachez que dans d'autres juridictions, on a des contraintes semblables. Donc, ça va devenir un défi très particulier de, comme on peut dire, mettre la dette à la bonne place. Avant l'introduction de ces règles-là, c'était relativement simple. On mettait la dette au Canada pour abriter le revenu imposable au Canada, mais ces réflexes-là ne seront plus bons. Et vous allez voir que ces règles-là sont absolument débiles. Et je souhaite bonne chance à mon collègue William. Divulgation obligatoire des risques fiscaux. Ça, c'est une autre mesure qui a été annoncée, qui devrait passer. Il y a deux volets relativement à ça. C'est un peu un exercice de outsourcing de la part de l'autorité fiscale, dans le sens que elle nous demande de dire qu'est-ce qu'ils devraient regarder. Donc, il y a deux types de divulgation. Une, c'est une liste, c'est basé sur une liste de transactions qui ont déjà été identifiées comme étant agressives. Donc, si on fait des transactions qui sont énumérées ou des transactions semblables. Okay? Et là, il y a beaucoup de questionnements à savoir c'est quoi une transaction semblable, mais ça amène une divulgation. L'autre aspect, l'autre élément par lequel il faudra faire une divulgation, c'est lorsqu'on comptabilise un risque fiscal dans les états financiers. Si on comptabilise un risque fiscal, il faudra dorénavant divulguer cette exposure-là, comme on dit, à l'autorité fiscale. Donc, ça va mettre énormément de pression sur les vérificateurs, notamment. L'autre élément qui est encore en suspens, ce sont des règles anti-hybrides. L'hybridité, c'est essentiellement une situation par laquelle une entité ou un instrument financier est perçu par une juridiction d'une façon et l'autre juridiction qui est impliquée dans la transaction cross-border d'une autre façon. Donc, les exemples qu'on connaît, qu'on a utilisés, qui faisaient partie du toolkit qu'on utilisait, incluaient, par exemple, des prêts sans intérêt, ou encore des actions privilégiées qui étaient perçues comme des actions par une juridiction et une dette dans l'autre juridiction. Donc, voilà une certaine hybridité. Et finalement, ces règles-là, et sachez aussi que les modifications apportées qui finalement mettent fin à des transactions hybrides sont effectifs en 2022. Donc, il y a une certaine rétroactivité par rapport à cet élément-là. Il y a l'impôt sur le rachat des actions qui a été annoncé. Encore une fois, on voit que notre législateur s'inspire de d'autres personnes, notamment des mesures aux États-Unis. Et enfin, et non le moindre, des modifications à la règle générale anti-évitement, par laquelle on va dorénavant regarder plus un concept économique, raisonnabilité économique comme principe. C'est intéressant quand on lit les commentaires sur la législation, les notes explicatives. On fait beaucoup référence à l'affaire Deans Knight de la Cour suprême qui est sortie à peu près quand ces nouvelles règles-là ont été annoncées. Et mon avis personnel, c'est que le concept de Deans Knight et la façon dont la Cour suprême a abordé la situation pour dire non, il faut vraiment rechercher quelle était l'intention, quel était le mischief qu'on voulait légiférer. J'ai vraiment l'impression que ce type d'interrogation-là va être beaucoup plus important avec le changement de règles. Et comme on vient de voir,
il y a une question de divulgation. Le fait qu'on ait changé la règle fait en sorte qu'il va y avoir peut-être plus de questionnements. À date, l'agence ne nous a pas donné trop d'indices. Ils ont mentionné que la circulaire 88-2 qui avait été introduite après la version 1.0 de GAR s'appliquait. Donc, mais les transactions qui sont mentionnées ne sont pas des transactions que je pense qu'on aurait questionnées de toute façon. Il y a une couple d'interprétations techniques qui sont sorties pour dire que certaines transactions sont agressives ou ne le sont pas. Mais ça va créer un air d'incertitude, un peu comme on avait quand la GAR a été introduite il y a presque 40 ans. Et là, on va apprendre, on va voir quelles seront les positions de l'agence et comment les décisions anticipées qu'ils vont donner, etc. Ça va nous aider un peu à comprendre, mais ça va être difficile pour nous, comme professionnels en fiscalité, de conclure de façon définitive que la disposition générale anti-évitement ne s'applique pas. Il y a des situations où c'est peut-être plus simple, comme par exemple des transactions de consolidation de pertes. Ça, on peut voir très clairement. Dans les règles d'FL, on mentionne qu'il y a un choix qui est possible pour appliquer ces règles-là. Donc là, il est clair que dans une situation comme celle-là, que la disposition générale anti-évitement ne devrait pas s'appliquer. Mais ce type de situation est relativement rare.